Salut, bonjour à tous, bienvenue sur Canal 3 Bénin et très bon réveil sur Actu Matin. Wahabali Para, bonjour. Bonjour Christian et bonjour à tous. Merci d'être là avec vous. Nous aurons la une des journaux dans un instant et dans les instants qui vont suivre, nous ferons une descente au quartier des Doko dans le 4e arrondissement de Cotonou. Vous verrez le comportement citoyen des populations qui occupent le domaine public. Elles se conforment aux recommandations du préfet du littoral Alain Orula qui les a sommées il y a quelques semaines de libérer cet espace. Constat dans notre mini-journal avec William Cliquin et le sujet sera appelé dans nos discussions au forum de ce matin. Le forum, justement, nous sommes jeudi et ce jeudi on parle économie. L'inflation touche durement les pays et atteint les niveaux de plus en plus élevés. On restera au Bénin pour voir comment les entreprises y font face malgré certaines mesures du gouvernement et malgré le fait que ça soit dur pour certains citoyens. Avec Albin Felicroum, acteur économique et président de la Confédération nationale des employeurs du Bénin, nous aurons de plus amples explications sur l'actualité des entreprises en présence de la vie chère. Restez avec nous. Focus également ce matin sur Actu Matin sur le relevé du Conseil des ministres d'hier mercredi. Les membres du gouvernement ont transmis à l'Assemblée nationale plusieurs projets de loi, dont celle portant modification du code de procédure pénale. Il vise à étendre la liberté anticipée aux personnes condamnées pour des faits criminels. À suivre avec nous les unes des journaux et la revue de presse en fin d'édition. Merci de votre fidélité. C'est le programme qui nous réunit ce matin. Installez-vous, voici la météo. Allez, ce matin, je vous le disais, on fera un petit tour de Ville-Île à Cotonou, un tour à Dédoko, c'est un quartier du 4e arrondissement. La berge change, les madriers précédemment disposés le long des ruelles sont déplacés, des amas d'ordures débarrassés. Le moratoire du préfet du littoral après sa dernière descente contraint les occupants à assainir cet espace public. Les populations riveraines et les commerçants entament un aménagement des lieux comme l'a voulu Alain Orula pour un rayonnement de la ville de Cotonou. Vous verrez les images avec nous dans le mini-journal de William Cliquin. Et puis cette foire, la foire des produits des organisations bénéficiaires du programme de partenariat entre l'USADF. Le rendez-vous est à prendre pour les 28, 29 et 30 septembre et le 1er octobre prochain dans la ville de Cotonou. La Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique et le gouvernement du Bénin entendent y faire la promotion des petites et moyennes entreprises locales afin de générer des emplois. Voilà les titres pour notre mini-journal de tout à l'heure. Ce sera avec William Cliquin. William, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous. Voilà, restez avec nous. Voici pour vous les gros titres de la presse. Nous sommes avec vous, Wahabali Para.
Rebonjour Christian et bonjour à tous. La traditionnelle rencontre des membres du gouvernement s'est tenue hier mercredi. Elle a accouché, n'est-ce pas, de plusieurs décisions. On va commencer par le quotidien Fraternité qui les décline. Amélioration des conditions de vie des populations au Bénin. L'eau potable bientôt à flot dans les robinets à Calavi. Il faut dire que le gouvernement de la rupture va passer bientôt de la parole à l'acte au grand soulagement des populations des zones périphériques de la commune d'Abomey-Calavi. Les dites zones étaient, en dépit de leur apparence, à une des plus grandes communes en proie aux difficultés liées à l'accès à l'eau potable. Leurs cris de détresse sont entendus par l'État qui s'est penché sur cette préoccupation. C'était bien entendu hier en Conseil des ministres. Entretien avec David Boninou de l'Union progressiste Le Renouveau. Aujourd'hui, on démissionne pour rejoindre un grand parti et non pour créer le sien. À Togben, à Glodjigbe et à Tangbo Djebie, paiement d'indemnités dues aux personnes affectées par plusieurs projets d'aménagement. C'est une information à découvrir aux pages 2, 3 et 4 du quotidien Fraternité paru ce jeudi. Et puis, ministère de l'Enseignement supérieur, la liste des bacheliers boursiers dans différentes filières de l'université d'Abomey-Calavi. On est maintenant à la une du quotidien de service public La Nation. Cantine scolaire, plus d'1 million d'enfants alimentés au quotidien. Sur tout le territoire national, les apprenants ont accès aux cantines scolaires depuis le lundi dernier, jour de la rentrée, qui chaque jour, c'est plus d'1 million d'enfants qui sont alimentés dans les écoles, précise La Nation. Aménagement d'un périmètre de 80 hectares à Togben, les mesures d'indemnisation prises. Le quotidien La Nation également qui fait un focus sur les stratégies pour accroître les recettes fiscales. Le matinal à présent, transmission au Parlement d'un projet de loi sur le code de procédure pénale vers un aménagement à l'exécution des peines. Une trouvaille pour la décrispation politique, s'interroge le matinal. Et puis montée des eaux, la traversée du fleuve Okpara interdite. On évolue maintenant avec la boussole, revue sectorielle au assainissement 2021. Le renforcement des performances préoccupe les acteurs. Et puis prévention de la torture. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Robert Gbignan et Ben Boutlen, projettent la création d'un organe au Bénin. L'autre quotidien, suspension de la peine privative de liberté. Un projet de loi permet aux auteurs de crimes d'en bénéficier. Et puis législative 2023, l'ANIP proroge l'affichage de la LEIP de 15 jours. Et puis, il y a cette déclaration de candidature, en tout cas, au sujet de la déclaration de candidature aux élections législatives, Jacques Ayadji qui attaque la Sénat devant la Cour. Information relayée ce matin par l'autre quotidien. Quotidien Dabaro, match d'ouverture du tournoi de football en 5 de Dabaro. Dabaro FC affronte les Indiens de Parakou. Ce serait samedi prochain. Le chasseur info, cette fois-ci, rentrée universitaire 2022-2023, les bacheliers admis à l'Université nationale d'agriculture connu et puis appui à la cantine scolaire à l'EPP Nanson, c'est dans le département du Borgou, un travail communautaire de chaîne autour d'un demi-hectare de soja. Voilà Christian, nous sommes jeudi, très peu de parutions aujourd'hui. On va s'en contenter en attendant que la revue de presse de Asiongo Kanya Asiongon vienne nous en dire un peu plus. Mais avant, il y a Fraternité, n'est-ce pas, qui décline une des grandes décisions prises hier en Conseil des ministres, le quotidien qui titre « Amélioration des conditions de vie des populations au Bénin, l'eau potable bientôt à flot dans les robinets
de la commune d'Abomey-Calavi. Voilà, article à découvrir en page 3 du quotidien Fraternité ce matin sous la plume de Maël Leroux-Bellou qui précise que le gouvernement du Bénin entend faire de l'accès à l'eau potable une réalité dans la grande commune d'Abomey-Calavi. En témoigne donc cette décision prise hier mercredi 21 septembre 2022 en Conseil des ministres pour autoriser l'exécution des travaux de la phase 3 du projet de renforcement des systèmes d'approvisionnement en eau potable. Comme vous venez donc de le signifier en fin d'édition, nous aurons les précisions avec Assio Moncagne qui est en train de lire pour nous la presse nationale depuis tôt ce matin. Eh bien, tout de suite, nous serons avec la rédaction de Canal 3. Voici le bulletin matinal. Bienvenue dans un monde où vous avez le pouvoir. Le pouvoir d'aller toujours plus vite, toujours plus loin, de repousser les limites. Le pouvoir d'être libre, le pouvoir d'entreprendre, de vous dépasser. Le pouvoir de vous connecter au futur, d'inventer le monde de demain. Avec Isocel, vivez dès maintenant l'expérience du pouvoir de la fibre à partir de 25 000 francs seulement. Pour plus d'informations, appelez le 72 27, appel gratuit. Le quartier d'Edokpo dans le 4e arrondissement de Cotonou se conforme aux recommandations faites par le préfet du littoral lors de sa dernière descente. Les espaces publics occupés par les commerces sont libérés. L'insalubrité décriée par Alain Orunla laisse place à une berge lagunaire mieux entretenue. État de Edokpo, plus d'un mois après le constat désolant des autorités territoriales du département dans ce reportage. Un visage bien récent de Dedokpo, celui que présentait encore ce quartier du 4e arrondissement de Cotonou en début du mois d'août dernier, ayant nécessité une descente du préfet du littoral. Le préfet était même venu pour les dégager, mais il a encore préféré leur donner un délai d'1 mois. Le délai d'1 mois a pris fin le 1er septembre passé. Il y a quelques-uns qui ont commencé par libérer la berge. Quelques jours après le moratoire d'1 mois donné par l'autorité préfectorale, les lieux connaissent un changement remarquable. Entre-temps, les différentes autorités locales ont sensibilisé les occupants des emprises publiques. Elles ont aussi conduit des campagnes de salubrité. Depuis ce jour-là, donc, on a commencé par mobiliser les gens. Donc, les gens de Madrid, là, ils ont rangé les Madrid dans la maison. Donc, la voie est libre maintenant. Berge lagunaire. Donc, aussi, les gens qui ont les magasins là, ils ont nettoyé et puis le sable sur la voie est dans les magasins. Mais à cause de l'eau là, donc, on nous a dit d'attendre d'abord. Après, si l'eau s'en va, il va refaire ça, ça ira bien plus qu'avant. L'aménagement a commencé et suit son cours. Le défi, c'est de maintenir la propriété telle que voulue par le préfet. Quand je vois tous les vents, les ruelles de Deleko vers la lagune, c'est propre. Et ça continue de jour en jour, il y a des changements. Comme l'a voulu l'autorité, nous avons donné un coup de balai à la berge. Le résultat est bien perceptible. Le résultat escompté n'est pas encore total. Le travail avec les riverains continue. Il y a encore quelques têtus qui traînent encore les pas, mais nous aussi, on ne sera pas fatigués, on sera derrière pour que nous libérions définitivement cette berge. Parce que, vous savez, le gouvernement a un projet pour les berges de Cotonou. Les commerçants de bois, principaux acteurs de cette berge, sollicitent l'aide de l'État pour un octroi de domaine pouvant servir d'entrepôt. Notre doléance se résume en ceci, qu'on nous attribue des domaines consacrés comme des entrepôts de bois. Je supplie l'État de nous doter de sites. Nous sommes aussi citoyens de ce pays. En attendant les mesures définitives d'aménagement de la berge lagunaire, Delokpo opte pour un nouveau visage, une vue globale moins répugnante.
Et puis on va parler de ces nouveaux responsables administratifs et techniques des communes, ces communes bénéficiaires du programme d'adaptation des villes au changement climatique qui s'approprient cette initiative. William Cliquant. Boycon, Koma, Semekpoji et Cotonou sont les 4 communes bénéficiaires et ces communes-là prises en compte par le PAVIC. La rencontre a eu lieu cette semaine à Cotonou. Elle est organisée par la cellule de coordination de ce programme. Voici le compte rendu de l'ouverture des travaux avec Wouliat Sanoussi et Elvis Tonoukoin. Les nouveaux responsables administratifs et techniques des communes s'approprient le programme d'adaptation des villes au changement climatique PAVIC. Le projet intervient dans 4 villes du Bénin, à savoir Semekpoji, Komé, Boycon et Cotonou, où sont produits des documents d'urbanisme et des travaux avec des formations en appui au cadre des communes. Ces cadres ont exprimé ce besoin au cours du dernier COPIL du PAVIC qui s'est réuni le 28 juillet. Ils sont nouveaux au poste. Le PAVIC se déroule depuis 4 ans, donc c'est important pour eux de savoir ce qui se passe depuis 4 ans. Donc c'est à ce besoin que le ministère répond en les rassemblant à Cotonou pour les briefer sur les tenants et aboutissants, objectifs, activités, les attentes, pour qu'ils puissent nous appuyer vraiment à atteindre les résultats dans les délais. Le présent atelier que nous organisons nous permet d'atteindre cet objectif car nous sommes persuadés qu'à la fin de nos échanges, la compréhension des différents processus en cours sera maîtrisée et améliorée par tous. Le PAVIC est financé par l'Agence française de développement AFD et mis en exécution depuis 2018. Plusieurs communications sont prévues au cours de cette séance, notamment la présentation du PAVIC sur ses réalisations en date et les perspectives, et la restitution sommaire du diagnostic réalisé par le cabinet d'assistance technique au programme. Le programme, il est en cours d'exécution. Il a commencé d'abord par de nombreuses études. C'est un temps qui est assez long. On essaie de comprendre sur les 4 communes quelles sont les difficultés rencontrées, quelles sont les zones qui sont vulnérables, où est-ce qu'il y a un danger pour les habitants. Et ensuite, essayer de trouver des réponses à ces dangers. Donc trouver des réponses, ça va être des infrastructures structurantes, ça peut être des collecteurs de crête comme à Boycon, ça peut être un réseau d'assainissement, ça peut être des voiries, ça peut être aussi des équipements comme ça qui vont permettre d'améliorer la vie, le quotidien des personnes. Et aujourd'hui, on est sur la phase des travaux, c'est-à-dire qu'on a démarré les travaux, notamment les travaux de voirie, et on avance comme ça en parallèle sur l'ensemble des 4 villes. Le PAVIC est un projet prioritaire du programme d'action du gouvernement que conduit le ministère du cadre de vie. Je prends le cas de Cotonou par exemple. Nous intervenons à Cotonou sur 2 bassins. Qui connaît Agla connaît bien les inondations historiques qu'on a souvent à Agla. Donc le projet prolonge le collecteur de Agla sous les pylônes vers la voie inter-État, vers la droite. Nous allons également faire un bras de collecteur qui rentre dans les bas-fonds de Agla, qui draine les eaux. Sur le bassin de Agla, on est en synergie avec le projet PAPC. Donc c'est une synergie d'action avec ce projet du gouvernement où, à terme, Agla serait mis hors d'eau. À Cotonou aussi, on est à Papa, dans la zone de Sekandi, Soudjatime, Irede, Yenawa, pour que cette zone également de Cotonou soit mise hors d'eau en saison de pluie. À Komé, c'est pareil. À Semé aussi, on intervient à Sekandi et Ekpe. À Boycon, qui est le cœur même de notre intervention dans cette zone, on prolonge le collecteur de crête de Boycon, qui est très connu, sur environ 10 km 600 jusqu'à les Utoirs. Cette séance va permettre à tous les nouveaux responsables des différentes communes d'intervention du PAVIC de mieux s'approprier le projet et pour pouvoir mieux l'accompagner dans toutes les actions qui seront mises en œuvre dans les communes. La mobilisation et l'engagement des collectivités locales sont donc souhaités autour du programme d'adaptation des villes au changement climatique PAVIC au fin d'avoir des impacts significatifs. Ce qui ne serait pas possible si ces nouveaux acteurs ne s'imprègnent pas du projet. Retenez aussi que du jeudi 29 septembre prochain au samedi 1er octobre 2022, Cotonou accueille la foire des produits des organisations bénéficiaires du programme de partenariat de l'USADF, qui est la Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique. Cette fondation qui, en collaboration avec le gouvernement du Bénin, organise cette fois à travers le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi. En prélude à cet événement, les organisateurs ont animé hier une conférence de presse à Cotonou. Précision avec Wouliat Sanoussi et Eder Nkwevi.
Au cœur de cette conférence de presse, la foire des produits des organisations bénéficiaires du programme de partenariat entre l'USAIDF, entendez Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique, et le gouvernement du Bénin. Un rendez-vous d'affaires et d'opportunités prévu à Cotonou du 29 septembre au 1er octobre 2022. Nous sommes arrivés à une phase où les entreprises sont très bien, produisent de très bonne qualité de produits, mais malheureusement sont dans des milieux ruraux où les acheteurs potentiels professionnels n'ont souvent pas accès à eux. Et donc l'objectif fondamental, c'est de pouvoir les déplacer de leur lieu de production pour les mettre en relation avec les acheteurs professionnels. Et ceci va leur permettre de développer la notoriété et l'image de marque de leur entreprise. C'est vraiment important parce que c'est une opportunité unique pour eux, d'abord de mieux se positionner sur le marché et d'améliorer leur visibilité sur le marché. Maintenant, par ailleurs, il y a aussi d'autres qui seront là, qui ne pourront pas amener leurs produits, mais qui pourront parler de leurs produits, surtout quand il s'agit des coopératives. Et c'est ça qui explique aussi cette foire réservée, qui n'est pas réellement pour le grand public, quand bien même ils sont invités. C'est beaucoup plus dans une stratégie de B2B. Le partenariat USAIDF signé en 2005 est une convention de cofinancement entre les États-Unis d'Amérique et le Bénin à travers le ministère des PME. Chaque partie apporte par année une contribution de 250 millions de francs CFA. Mais au renouvellement de l'accord et sur instruction du président Patrice Talon, la contribution a été doublée, passant de 250 à 500 millions en vue d'impacter plus de cibles. Ainsi, de 2016 à 2021, 41 subventions ont été accordées pour 2025 PME. Aujourd'hui, notons que tout le partenariat se situe au niveau de tout le territoire du Bénin. Il n'y a pas cette commune qui est restée sans être impactée. Et nous sommes allés même jusqu'aux arrondissements, bien sûr. Et la subvention, c'est entre $100 000 et $250 000. Et en CFA, la contribution, c'est entre 50 millions et 125 millions. C'est un partenariat vraiment alléchant. Pourquoi je le dis? À ce jour, le partenariat nous a permis du moins de créer près de 11 616 emplois au Bénin ici. Au cours de cette foire qui vise à aider les entreprises à prospecter de nouveaux marchés et rencontrer de nouveaux clients, plusieurs produits phares seront à l'honneur, notamment le manioc, l'anacarde, l'ananas, le fonio, le karité sous leur forme dérivée et brute. Il y aura 50 exposants, mais derrière ces 50 stands, il y a des unions, il y a des groupements d'entreprises, des communes. Nous sommes à leur disposition pour les mettre en contact avec ces entreprises dans l'atelier B2B que nous organisons le 29 septembre. C'est une opportunité de mise en relation avec les sources d'approvisionnement. Au programme de la foire USAIDF Bénin, il est prévu des panels de discussion sur la qualité des produits des entreprises, les problèmes de marché, les stratégies utilisées par les PME, des ateliers de mise en relation et des expositions par les promoteurs eux-mêmes. Et à présent, on va faire un petit tour dans la commune d'Abomey-Calavi où une délégation de la Banque ouest-africaine de développement était hier mercredi dans la cité de Ouedo. Le président de la banque, Serge Ekwe, était à la tête de cette délégation. Il est allé vérifier le niveau d'avancement des travaux de construction de ces logements économiques en cours. La délégation est aussi allée sur le site de la zone industrielle de Glodigbe-Zé, le point des différentes visites avec Ingrid Day et Moufid Saboura. C'est une journée très chargée pour ces membres de la Banque ouest-africaine de développement. Accompagnée du président de l'institution financière, Serge Ekwe, la délégation s'est rendue dans un premier temps à Ouedo sur le site qui abrite les logements sociaux et économiques. Son objectif, s'enquérir du niveau d'avancement de la construction de ces logements. Il s'agit ici d'un projet de 10 849 logements sur les 20 000 prévus par le gouvernement béninois et financé par la Banque ouest-africaine de développement à environ 100 milliards de francs CFA. Le plus important pour nous, comme BOA d'institutions de développement, c'est l'impact sur les communautés, l'impact sur l'emploi, sur les jeunes, les femmes et tout cela. Et nous avons été très impressionnés. Le projet qu'on a vu ce matin de construction de logements sociaux, vous avez vu qu'il y a quand même beaucoup de femmes déjà.
qui travaillent là-dedans. Et après, bon, il y a les logements qui vont être au bénéfice de la population. Après l'étape de Wedo, la délégation de la Banque Ouest africaine de développement a mis le cap sur le site de la zone industrielle de Glodjibé où il lui a été présenté la maquette du site et ses vocations. Étendu sur 1640 hectares, ce site dont les activités ont démarré en avril 2021 a déjà à son actif 36 investisseurs. La BOAD est un partenaire très important pour nous dans le cadre du développement de la zone économique spéciale de Glodjibé. Notre intérêt en faisant venir la BOAD, c'est de leur montrer ce que nous sommes en train de faire et de les inciter à nous accompagner davantage dans le financement des différentes unités de transformation qui vont s'installer au sein de cette zone économique spéciale de Glodjibé. Notre ambition, bien évidemment, vous savez, c'est d'accélérer le développement industriel de notre pays, donner de l'emploi à l'ensemble des jeunes, assurer la qualification des jeunes et faire en sorte que notre pays se développe. La BOAD vient d'approuver un peu plus de 10 milliards pour un projet d'une société textile. À partir, donc, le coton, la matière première, vous savez, c'est un pays producteur de coton, très important. À partir de cette matière première, nous allons pouvoir produire le textile et le textile va être consommé ici. À l'issue de ces échanges, la délégation a eu droit à une visite guidée du site de la zone industrielle de Glodjibé. Une visite aussi riche en informations. Dans la capitale, cette fois, l'association Porto Novo Durable vole au secours d'écoliers vulnérables de la commune d'Avrancourt. Pour cette rentrée scolaire, cette association des Béninois de la diaspora, basée principalement en France, a offert un important lot de kits scolaires à ses apprenants qui en ont eu grand besoin. Reportage de notre bureau régional Ouébé Plateau, présenté ici par Emma Roulon. Un important lot de kits scolaires au profit de 200 apprenants des plus vulnérables du complexe scolaire public de Malé dans l'arrondissement d'Atioukpa, commune d'Avrancourt. Cette œuvre de grande générosité est accomplie par l'association Porto Novo Durable, PND, dans l'objectif d'aider les familles à faire face aux charges liées à la rentrée scolaire par 7 ans de morosité économique. Née en France depuis 7 ans, l'association Porto Novo Durable, présidée par Arnaud Loco, œuvre pour le développement de la ville de Porto Novo et des communes environnantes. À chaque rentrée, nous avons décidé d'apporter un soutien certes modeste mais matériel aux familles en fournissant aux élèves, aux enfants, des kits scolaires pour leur apporter de l'eau au moulin, comme on dit, c'est-à-dire leur faciliter le quotidien, en tout cas réduire la charge que l'achat de fournitures scolaires pèse sur le budget des familles. Comme vous l'avez constaté aujourd'hui, on s'est rendu compte que, fort heureusement, bon, nous sommes là, mais il y a bien des enfants qui, à ce jour, alors que la rentrée a été amorcée il y a quelques jours, n'ont toujours pas de fournitures scolaires, d'après les propos des enseignants et des directrices des groupes que nous avons visités. Je les félicite au passage, surtout ceux qui sont venus, la diaspora béninoise qui est venue ici réaliser ça. Je les félicite beaucoup. Parce que quand on fait une société, une association, il y a un noyau dur et ils sont dans le noyau dur. Maintenant, ils plaident pour que d'autres entrent, aussi bien béninoises, béninois en France ou béninois au Bénin. Cet appui de l'association Porto Novo Durable, qui vient combler le manque en fournitures scolaires chez ses écoliers, est salué par les responsables de l'école, qui ont d'ailleurs trouvé la manifestation de la solidarité envers les enfants béninois. Au début de la rentrée, ils n'ont pas tous amené des fournitures scolaires. Ce sont des enfants vulnérables, la plupart sont des orphelins. Donc, ce qui est apporté feront vraiment de bien à ces enfants. Merci à ceux qui nous ont donné les sacs, qu'ils soient bénis au nom de Jésus. Et nous prions l'Éternel qui veille sur l'association. Comme le dit le nom, Porto Novo Durable, même les membres de l'association, ils vont beaucoup durer sur cette terre. En dehors du secteur éducatif, l'association Porto Novo Durable, présidée par Arnaud Loco, s'investit dans la création d'événements vecteurs de convivialité entre les personnes et dans la promotion de la culture béninoise.
Et au supérieur, parlons de cette cérémonie de mise en route des bénéficiaires des bourses à l'étranger. 79 étudiants béninois ont reçu leurs attestations de bourse des mains de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla-Descamps. 38 étudiants sont attendus au Maroc et depuis hier, 41 sont partis en Russie. L'autorité a saisi l'opportunité de cette rencontre pour leur prodiguer de précieux conseils. Précision de Teddy Goudal. Ils sont 79 étudiants à bénéficier des bourses de coopération marocaine et russe au titre de l'année académique 2022-2023. Les bénéficiaires reçoivent à travers cette cérémonie officielle leurs attestations des mains de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla-Descamps. Je prends la parole ici au nom de mes pairs pour dire un grand merci tout d'abord au président de la République. Merci à Madame la ministre pour cette opportunité et ces moyens que vous nous donnez de poursuivre nos études et de devenir des cadres de cette nation. Soyez rassurés, Madame la ministre, nous ferons honneur à cette nation et nous vous promettons d'honorer ce pays qui nous donne la chance d'aller, de poursuivre nos études. Et donc on ne peut pas envoyer des enfants aussi jeunes hors du territoire national sans pouvoir leur prodiguer des conseils. Et pour cela, vous avez exigé qu'une cérémonie soit organisée pour qu'ils écoutent les conseils de la maman que vous êtes. Parce que lorsqu'il s'agit de parler des étudiants, ce n'est plus la ministre qui parle, mais c'est souvent le cœur de la mère, ce que nous avons constaté. Ces boursiers ont fait objet d'une sélection minutieuse par la Commission nationale des bourses et aides universitaires pour leur permettre un bon séjour au Maroc pour certains et en Russie pour d'autres. Toutes les dispositions sont prises au niveau des différentes représentations diplomatiques. Dès votre arrivée, vous avez l'obligation d'aller vous inscrire à l'ambassade. L'ambassade a déjà la liste. Vous devez vous inscrire et avoir la carte consulaire. C'est très important parce qu'en cas de difficulté, seule l'ambassade a l'obligation de prendre le devant. La bourse de coopération, ce n'est pas une bourse qui se traduit par de l'argent ou des opportunités qu'un pays donne à un autre pays. Non, c'est des rapports au sommet de l'État. Donc, dans ces rapports, ces accords de coopération, il y a des opportunités. Et au nom des opportunités, nous trouvons les bourses de coopération. Ça ne veut pas dire que l'État n'a pas ses propres bourses qu'il offre pour ses filles et ses fils. Le groupe de la Russie, composé de 41 étudiants, s'envole pour Moscou dès ce mercredi 21 septembre 2022. Quant aux 38 étudiants qui vont au Maroc, ils devront attendre le 3 octobre prochain. Et toujours à l'école, on va faire le constat de l'effectivité de la rentrée scolaire à l'école primaire publique d'Odo-Agban. C'est dans la commune de Savalou. Le préfet du département des collines, Saliou Adoubou, est allé constater le démarrage et la reprise des cours dans cet établissement et dans bien d'autres du département. Y met Hélène Amoussou pour les précisions. Une forte délégation conduite par le préfet des collines. L'équipe est allée constater l'effectivité de la rentrée. Elle a fait le tour de plusieurs écoles primaires ainsi que des établissements secondaires dont le collège d'enseignement général 1 de Savalou. Cette descente de la délégation préfectorale vise non seulement à doper le moral des enseignants et apprenants, mais surtout les inviter à redoubler d'ardeur au travail au cours de l'année scolaire. Je suis venu pour lancer un signal à vous, apprenants, et aussi au corps d'encadrement et de contrôle. Le département des collines n'avait pas produit un bon résultat, que ce soit au BPC ou au baccalauréat. Au plan national, on est dernier ici et avant-dernier de l'autre. C'est frustrant, c'est gênant. Et quand on rentre dans le département des collines, c'est la commune de Savalou qui est la dernière. C'est comme si on est dernier des derniers. Et comme cela, c'est vraiment décourageant. Mais je n'ai pas de doute que vous allez puiser dans vos ressources intrinsèques
pour remonter la pente. Comme bien d'autres écoles du pays, certaines de la ville de Savalou ont bénéficié du programme des cantines scolaires. À l'école primaire publique Dodo Agbon, dans l'arrondissement de Tchéti, Saliou Odoubou et sa suite sont allés aussi constater ce lundi le démarrage des activités du réfectoire. À cet effet, une séance a eu lieu avec les acteurs impliqués. Les échanges ont été le cadre d'une part d'informer les uns et les autres des efforts consentis par le gouvernement et d'autre part, amener chacun à jouer convenablement sa partition. L'un des objectifs de ce programme, soutenu par le chef de l'État, c'est d'améliorer le taux de fréquentation de nos écoles et d'améliorer également le taux de maintien à l'école. Pour un démarrage effectif des cantines au premier jour des classes, au cours de cette année, le Programme alimentaire mondial a pris des dispositions pratiques en amont pour la mise en place des vivres dans les écoles, malgré les intempéries que nous traversons en cette période. Je voudrais inviter les parents à plus d'implication et aussi pour installer les jardins et champs scolaires qui nous permettront bien sûr d'améliorer la qualité nutritionnelle du repas offert à nos enfants dans nos écoles. Les vivres sont pour les enfants. Les vivres ne sont pas à partager entre les directeurs, les maîtres et les cuisinières et les bureaux APE. Lorsque des cas avérés de tricherie ou de distraction de vivres seront constatés, les auteurs répondront au niveau des instances indiquées. Donc je voudrais vous dire que nous avons l'obligation de contribuer pour le développement de ce programme qui est un programme alléchant, un programme intéressant qui fait déjà école dans la sous-région. Dans les collines cette année, c'est un défi que tous les acteurs du système éducatif sont appelés à relever, améliorer les résultats en fin d'année. Et pour l'atteinte des objectifs, tout le monde est appelé à y mettre du sien. Et ce sera tout pour le bulletin matinal. Christian dans les liens. Merci à vous, William Cliquant. Très bonne journée du jeudi. Dans un instant, nous aurons les sports avec Ali Boumouni qui va s'installer. Et juste après, il y aura votre page Écho avec Clément Achadé déjà installé. Bonjour Clément. Bonjour Christian, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Et puis, il y aura également économie, puisque nous sommes jeudi, on parlera de l'inflation importée et généralisée. Que deviennent donc les entreprises béninoises face donc à la hausse des prix? Albin Felichou, qui lui est président de la CONEB et conseiller au Conseil économique et social, sera avec nous en plateau. Et puis, dans la suite, nous aurons des sujets pêle-mêle à aborder ce matin. On parlera de la montée des eaux dans le département du Borgou, la police républicaine qui interdit la traversée du fleuve Okpara aux riverains et aux populations environnantes. On dira également dans la suite un mot sur les funérailles du professeur Honora Aguessi, ces funérailles qui ont débuté depuis hier. Restez avec nous sur Actu Matin. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. On parlera dans la suite de l'inflation, mais tout de suite, c'est bien sûr les coûts des prix des produits sur les marchés. Et justement, quels sont les marchés qui vont s'animer, Clément Achadé? Oui, on commence donc par ce jour, donc les marchés de Natitengu, Bougou, Dankhoué, Djougou, Sinandé, Matéri et Perman s'animent. Demain vendredi, les marchés d'Akodeha, Dogbo, Wando, C'est, Malanville, Otola, Paou, Kokotome s'animent aussi. Et le samedi, le week-end donc qui débute avec les marchés de Grand Popo, à Zerké, comme d'ailleurs tous les samedis dans le septentrion, plus précisément à Parakou. Toujours au samedi, les marchés de Dantokpa, Passé à Ouida, Doumé, Zogbodome et Boyikon aussi s'animent. Le dimanche, la journée dominicale, donc les marchés de Kerou, Manigri, Semekpoji, Dambo, Massik et de Pokome, Niki s'animent.
Et sans transition, voici quelques tendances de prix dans nos différents marchés ici au Bénin. À Nati Tengou Djougou comme à Sinandé, les prix pratiquement similaires. Et donc, dans ces trois marchés, vous pouvez retrouver le gari, par exemple, à 325 francs le kilogramme, alors que les pois d'Angola sont toujours maintenus depuis d'ailleurs 3 mois environ à 900 francs le kilogramme. Le maïs, la période s'y prête bien, c'est à 375 francs le kilogramme. Les pommes de terre sont à 800 francs le kilogramme. À Dantokwa, Wegbo, un peu comme aussi à Boycon, dans le centre Bénin, le maïs blanc à 300 francs la carotte est à 390 francs le gari, 300 francs le sorgho, 450 francs le kilogramme. À Dantokwa, le plus grand marché du Bénin, eh bien, la cossette d'igname est à 450 francs le kilogramme. Le haricot varie entre 600 et 700 francs le kilogramme. Les crevettes sont à 7350 francs le kilogramme. L'huile de palme aussi régulière, il faut le rappeler, à Kome comme à Massi est à 1000 francs le litre. Le riz local à 400 francs alors que celui importé est à 575 francs le kilogramme. Le Vanzou, lui, est à 1850 francs le kilogramme. Christian, voilà une idée pour vous, si vous voulez faire un tour dans les marchés et les jours aussi des marchés qui s'animent au Bénin. Et nous vous disons bien merci. Vous restez en place puisque juste après la page sport de ce matin, eh bien, on va aborder les questions économiques avec l'inflation importée et généralisée. On ira voir de plus près ce que vivent les entreprises béninoises avec un acteur. Ali Boumouni, bonjour. Bonjour Christian. Avec vous, ce sera les sports. Ouais. Et voici les sports. C'est bien la semaine de trêve au niveau des championnats pour permettre aux sélections nationales de disputer quelques matchs. Les journées FIFA, la nôtre, eh bien, les écureuils du Bénin sont depuis mardi au Maroc. Oui, Christian, l'équipe nationale du Bénin a d'ailleurs tenu sa deuxième séance d'entraînement. C'était donc hier après la première qui a eu lieu mardi avec la présence effective de 14 joueurs convoqués sur la liste de Moussa Latonji. Il faut souligner que Stéphane Sessegnon, rappelé à nouveau, est bel et bien présent. Ce mercredi, certains ont rejoint le groupe. Il s'agit bien sûr de Johan Roche et puis Yannick Aguemon qui se sont entraînés aussi avec l'effectif de Moussa Latonji actuellement. Ils sont donc au nombre de 16 à 2 jours donc, de cette rencontre face à l'équipe de Mouraboutine de la Mauritanie, les écureuils du Bénin. Voilà, se prépare toujours aujourd'hui Soumaïla Hongbe qui vient remplacer Josué Hans Chibozo, absent donc, et Salim Bawa sont attendus ce jour et ils ont quitté Cotonou hier pour rejoindre l'effectif du côté du Maroc. Christian. En parlant toujours des écureuils, nous allons cette fois-ci nous intéresser aux espoirs. Il s'agit des moins de 23 ans. Ceux-ci aussi ont quitté Cotonou hier pour l'Égypte dans le cadre de la préparation des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans de la catégorie, bien sûr, exemptés donc du premier tour qui se déroule dans ce mois. Les écureuils U23 profitent pour s'affûter. Bruno Goudio-Adoula, celui qu'on appelle le Morino national, Christian, vous le connaissez très bien, et ses hommes affronteront dans une double confrontation l'équipe U23 de l'Égypte. Et donc voici le programme. Les deux matchs auront bien sûr lieu en Égypte. D'abord le vendredi 23 septembre, l'Égypte qui sera face au Bénin, et le lundi 26 septembre, la même équipe U23 affrontera les écureuils espoirs. Pour ces deux explications, Bruno Adoula a envoyé donc a voyagé hier avec, comme je le disais, avec 20 joueurs, dont voici la liste qui est majoritairement composée de joueurs locaux. Il s'agit entre autres des joueurs que vous connaissez déjà très bien, Alfred Limpon ou encore D'Acosta Romeo qui est signé par le club Coton FC de Guida. Il y a également la présence de Romari Kamosu et bien d'autres joueurs qui évoluent au plan local qui composent majoritairement cette formation des U23 du Bénin.
Christian, on parle bien sûr des journées FIFA. Il y a que la compétition, les différents matchs amicaux, se tiennent sur toute la planète et puis un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, jeudi, il y aura quelques rencontres pêle-mêle comme ça à citer l'Australie qui sera face à la Nouvelle-Zélande. L'équipe de l'Islande aura pour adversaire le Venezuela. Voilà, entre autres rencontres. Donc, les 4 matchs qui seront disputés aujourd'hui pour le compte de ces journées FIFA. Christian, on va terminer avec l'équipe du Sénégal. C'est une petite vidéo que nous allons vous laisser suivre tout à l'heure. Il s'agit bien sûr du bisutage de ce jeune joueur qui vient de rejoindre donc pour la première fois la sélection des Lions de la Teranga. Il s'agit bien sûr de Pathé Ciss, le joueur qui évolue du côté de la Rayo Vallecano. C'est bien sûr en Espagne. On suit cette petite vidéo de bisutage de ce jeune joueur. C'est Pathé Ciss, joueur du Rayo Vallecano, donc Medina. Voilà, je les remercie les petits accueils. Je vous donne un attente pour Allez Christian, très intéressant. Pathé Ciss qui démontre ses pas des danses lors de cette petite séance de bisutage avec ses coéquipiers. Voilà, Cheikh Kouyaté qui a insisté pour que le joueur commence toujours parce qu'ils n'ont pas eu le temps de bien apprécier les pas des danses des jeunes joueurs. Tout à l'heure à Ouaha Valipara et à Manani Mboussou qui vont nous rejoindre en plateau. Ouais, il le faut, ça il le faut. Alors, l'équipe du Sénégal va affronter donc la Bolivie, c'est donc le 24 prochain, et puis ce sera en France. Et le 27, l'équipe sera en Autriche pour affronter l'équipe nationale de l'Iran. Christian, voici pour les sports ce matin. Merci beaucoup. Merci bien Ali Moumouni. Bonne journée du jeudi à vous et surtout merci pour ces belles images que nous avons eues pour vivre un peu l'ambiance avec les joueurs, la manière dont ça se passe en sélection nationale. Allez, bonne journée mesdames et messieurs, restez avec nous la page économie avec Clément Achadé, son invité Albin Felirou, président de la CONEB qui est bien sûr la Confédération nationale des employeurs du Bénin. Il sera question de l'inflation importée et généralisée. Que deviennent les entreprises béninoises? Question à poser à notre invité. Envie de fraîcheur? Recherchez-vous des climatiseurs de qualité à basse consommation d'énergie électrique? La solution, c'est Airfroid Technologies. Airfroid, ce sont des climatiseurs écologiques, silencieux et surtout très économiques. Nous disposons aussi de la marque Galanz. Découvrez la toute nouvelle technologie, les climatiseurs inverteurs. Une technologie exceptionnellement élaborée pour les zones de forte baisse de tension. Ils sont aussi élégants que silencieux. Vous ne serez que séduit par la qualité de leur fraîcheur et surtout leur très faible consommation électrique. Une technologie entièrement tropicalisée, pièces de rechange disponibles. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres du commissariat central en allant vers l'église Saint-Jean. Contacte 61 17 63 77. Notez bien des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique.
Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Bienvenue dans un monde où vous avez le pouvoir. Le pouvoir d'aller toujours plus vite, toujours plus loin, de repousser les limites. Le pouvoir d'être libre, le pouvoir d'entreprendre, de vous dépasser. Le pouvoir de vous connecter au futur, d'inventer le monde de demain. Avec Isocel, vivez dès maintenant l'expérience du pouvoir de la fibre à partir de 25 000 francs seulement. Pour plus d'informations, appelez le 72 27, appel gratuit. Voilà, dans quelques petites secondes, il sonnera 7h55. Vous nous rejoignez, vous êtes sur Canal 3 Bénin, l'émission Anon, Actu Matin, et c'est nos discussions pour parler des sujets en rapport avec l'économie. Et ce matin, il sera question de l'inflation importée, inflation généralisée en tout cas. On aura des précisions sur ces deux concepts tout à l'heure avec notre invité en plateau, Albin Feliro. Bonjour. Bonjour chers amis. Bienvenue, vous êtes président de la CONEB. La CONEB, c'est bien sûr la Confédération nationale des employeurs du Bénin. Ils se portent bien, les employeurs, avec l'inflation? Oui, dans l'ensemble... les employeurs, les entreprises. Les entreprises, les employeurs, voilà. On peut encore faire des catégorisations. Vous avez aussi les investisseurs, vous avez les chefs d'entreprise, il y a ceux qui sont des dirigeants, cadres, et il y a ceux qui sont également porteurs de l'investissement dans une économie. Donc vous voyez que les statuts ne sont pas toujours les mêmes, et les intérêts non plus, et donc les approches différentes. C'est ainsi que on peut parler de la Confédération nationale des employeurs du Bénin qui constitue en réalité la grande masse des acteurs économiques en République du Bénin et qui, justement, ont aujourd'hui envie de participer, comme vous le faites bien en nous invitant aujourd'hui, aux différentes forats et de donner également leur point de vue sur des aspects, j'allais dire, pratiques au quotidien de leurs activités. Voilà, parlons justement d'aspects pratiques. On va parler de l'inflation qui touche durement les pays. Et il faut préciser que ça atteint des niveaux de plus en plus élevés. C'est vrai qu'en République du Bénin, il n'y a que les gouvernants ont pris certaines mesures pour accompagner les entreprises, les chefs d'entreprise. On verra si ces mesures sont véritablement efficaces et si ces mesures vous permettent quand même de faire face à l'inflation. Et quel est le retour que vous avez de vos concitoyens, vos compatriotes qui sont vos consommateurs, vos clients? Wakhavali Para, merci de nous rejoindre en plateau. Herman Anyamboussou, bonjour. Bienvenue. Bonjour. Oui, Clément Achadé, oui, l'inflation généralisée, inflation importée. Où est-ce que vous nous situez ce matin? Non, Christian, vous savez, il y a en fait deux angles sous lesquels il faut, à mon avis, aborder cette question d'inflation. Parce que l'inflation dont il s'agit de façon classique et traditionnelle, lorsqu'on parle de l'inflation, c'est qu'il y a la hausse des prix. Et la hausse des prix n'existe pas lorsqu'il n'y a pas, en fait, je dirais, l'ensemble, la demande et l'offre. Et généralement, c'est quand vous avez une demande qui est plus forte que l'offre qu'on passe à l'inflation. Donc, aujourd'hui, on connaît déjà, en quelque sorte, les causes de cette inflation. D'abord, c'était la Covid. Et la Covid, c'était parce que justement, la production dans certaines zones économiques a baissé. Et lorsque la production baisse, vous êtes d'accord avec moi qu'on sera face à une situation où, en quelque sorte, l'offre sera inférieure à la demande. Donc, quand on est dans cette situation, inévitablement, c'est que le peu, ou parfois l'inflation aussi, s'explique par le fait que vous êtes nombreux à aller sur un marché où le produit même n'existe pas. Donc, dans ce cas, les rares ou les
les quelques personnes qui ont ce produit qui est très demandé vont donc passer à des actes qu'on appelle la surenchère, une augmentation fantaisiste. Quelle que soit la régulation de l'État, parfois on n'arrive pas à la maîtriser. Donc aujourd'hui, nous sommes face à cette situation d'abord induite par premièrement la Covid et après la guerre russo-ukrainienne. Et donc vous voyez, ukrainienne, pardon. Donc vous voyez, quand vous voyez ça, il y a deux possibilités pour analyser. La première, c'est qu'on part de la politique parfois monétaire. Qu'est-ce qu'au niveau des États, au niveau des banques centrales par exemple, qu'est-ce qu'on fait pour, je dirais, trouver le juste milieu pour que... Parce qu'il y a quelque chose, lorsque vous n'avez pas aussi l'argent, vous n'avez pas du cash, vous ne pouvez pas aller sur le marché. Donc quand je dirais, les acteurs ont beaucoup de cash et qu'ils vont sur le marché, c'est tout ça qui fait que, bon, je propose, je dis, moi j'achète ce qu'on devrait acheter à 1000 francs, à 2000 francs, et quelqu'un d'autre vient. Et lorsque on est dans cette situation, vous voyez, celui qui est le vendeur, lui, il a la possibilité donc de passer à l'augmentation des prix. Donc, deux possibilités, comme je le disais, la première, la politique monétaire qui se fait généralement par les banques centrales. Mais il y a aussi la politique économique qui ne relève pas du secteur financier, donc qui revient aux États. Et c'est justement ça qui amène les États aujourd'hui à réagir, à prendre des mesures, mais des mesures qui généralement n'arrivent pas, je dirais, en tout cas, à maîtriser, à impacter la situation. Oui, c'est vrai qu'il y a de cela quelques mois déjà, on en a véritablement parlé, Wahab Alikbara, on a parlé de la hausse des prix, nous avons vu les cris de cœur des consommateurs sur les marchés, nous avons également assisté à la plainte des acteurs économiques, les opérateurs économiques, les chefs d'entreprise, mais depuis un moment, apparemment, on a constaté une certaine accalmie. Devrait-on dire que les entreprises, les consommateurs ont fini par s'adapter à la réalité du terrain? Bon gré mal gré, on évolue avec les réalités du moment auxquelles chacun travaille à s'adapter. C'est comment on s'adapte, les difficultés dedans, n'est-ce pas, qui font objet de débat. Parce que, comme l'a développé tout à l'heure Clément Achadé, sur le marché, il y a des produits qui ont flambé et les explications qu'on donne ne semblent convaincre personne. On sent que malgré la régulation proposée par l'État central, les populations font ce qui leur traverse la tête, les commerçants bien entendu, parce que quand il s'agit d'encaisser, ça passe plus facilement, mais quand il s'agit d'aller acheter, de débourser les sous, naturellement, il y a un véritable problème qui se pose. Donc sur le marché, nous vivons des situations qui sont vraiment complexe. Au niveau des entreprises, sans doute, M. Feliho est là, il nous dira ce que vivent les entreprises à leur niveau. Mais pour nous qui sommes, je dirais, les usagers des marchés, parce que ça nous concerne tous, on sait ce que nous vivons. C'est vraiment compliqué à l'étape actuelle. Mais naturellement, femmes et enfants doivent manger à la maison. On évolue avec l'expression « on n'a pas le choix ». C'est-à-dire qu'il faut faire avec. Vous allez voir que le panier de la ménagère, n'est-ce pas, est vide. Il y a des endroits, tenez-vous tranquille, il n'y a même pas de panier. Vous voyez, donc il y a un véritable problème. Il y a un véritable problème qui se pose. Je vais vous raconter une petite histoire. Vous savez qu'il y a beaucoup, n'est-ce pas, qui ont eu des difficultés à accepter leurs neveux et autres en vacances cette année parce que leur propre situation, ils n'ont pas pu gérer. C'est devenu compliqué, donc, de pouvoir prendre vacancier venant de tel oncle, venant de tel frère, venant de tel cousin et autres. C'était donc des situations comme ça qu'on a vécues et qu'on n'a pas encore totalement réglé. Donc, comme vous l'avez dit, n'est-ce pas, on essaie de s'adapter, de s'adapter à la situation. Un peu comme Herman Adiamboussou, vous vous adaptez aussi. Demandez à Emmanuel combien de vacanciers il a eu. Non, il n'en a pas eu. Le constat... Il a différé ça pour l'année prochaine. Le constat global, c'est que l'inflation a toujours consacré la diminution du pouvoir d'achat. Ah oui. Parce que quand, avec 5 000 francs, vous avez la possibilité d'acheter beaucoup de produits, aujourd'hui, c'est plutôt 10 000 francs qui achètent ces mêmes produits pour un bout de temps. Et donc, je ne sais si... c'est vrai que c'est difficile à entendre par les populations,
la hausse des salaires a toujours alimenté l'inflation. Maintenant, c'est comment l'État fait pour que, en augmentant, c'est comment l'État fait pour que, en augmentant les salaires, qu'on puisse contrôler l'inflation sur le terrain. Parce que, oui, c'est vrai, la loi de l'offre et de la demande. De quelle offre s'agit-il? Et de quelle demande s'agit-il aussi? Est-ce qu'il s'agit de la tomate produite chez nous, du piment, des ignames? Non. Il s'agit plutôt de ces riz importés. Voilà, il s'agit de beaucoup de produits dont le Bénin, pour lesquels le Bénin dépend de l'extérieur et tout. Mais parce que le même producteur, celui qui produit l'ananas, celui qui produit la tomate, il est obligé de consommer ce riz. Et il faut qu'il ajuste aussi ses prix. Donc je pense que c'est heureux qu'il soit sur le plateau pour savoir nous dire exactement comment les entreprises béninoises travaillent à juguler cette crise de l'inflation au Bénin. Est-ce que ces entreprises ont une part de responsabilité également? Ou alors on dit c'est l'État n'a qu'à, et on se tait tous et puis on observe. Parce que justement, l'autre conséquence de l'inflation sur les entreprises, c'est qu'il y en a qui sont obligés de fermer leur porte. Ah oui. Parce que justement, réduite également par les histoires de diminution de revenus et tout. Donc voilà, on a envie d'entendre monsieur Felco sur ces différentes questions. Justement, c'était il y a quelques mois encore, la Covid-19, ses effets, les États qui continuent de ressentir les effets de la Covid-19 et donc les entreprises également. Ensuite, il y a eu cette crise, cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Continuez-vous de pointer du doigt cette crise ukrainienne alors que nous sommes à des milliers de kilomètres de ces deux États en conflit? Merci. Je crois que la question est d'actualité. Elle est, je dirais, complexe parce que ce que nous appelons crises sont en réalité des crises, je dirais, cycliques. Sauf que cette fois-ci, elles persistent et s'inscrivent dans le temps. Et je parlerai de multicrises. Pour ce qui nous concerne au Bénin, vous le saviez, l'une des premières crises qui a impacté sérieusement les entreprises et donc les consommateurs, il faut bien faire le lien entre les consommateurs finaux et que ça ne touche pas qu'exclusivement les entreprises, c'est d'abord la fermeture des frontières avec le Nigeria. Qu'ils vous souviennent que des habitudes, j'allais dire, séculaires entre les deux peuples se sont vues subitement arrêtées, stoppées dans les flux commerciaux entre ces deux pays. Ensuite, on a à peine fini, ou pas du tout fini encore, cette mini-crise intra-régionale, que la Covid est intervenue. La Covid, on en a parlé en long et en large, etc. Et on se retrouve aujourd'hui dans cette crise ukraino-russe, qui, d'une manière ou d'une autre, et je viendrai tout à l'heure pour vous dire en quoi ça impacte même le paysan à Djidja, cette crise a un impact fort, surtout. Mais je ne vais pas vous rassurer en disant que, au-delà de cette crise, il y a une crise dont on ne parle pas assez, et je me dois ici de le dire, c'est cette crise climatique, qui veut dire que les récessions dans lesquelles nous nous inscrivons vont perdurer. Et c'est peut-être intéressant qu'on en parle, qu'on en dise 2-3 mots. Lorsqu'on parle d'inflation, et j'ai bien aimé les définitions que les uns et les autres ont apportées ici, je voudrais simplement rajouter qu'il y a un indicateur fort. C'est, je dirais, l'indicateur de la hausse des prix. Aujourd'hui, nous sommes au Bénin à peu près à 8%. Comment tout ça là se justifie? Comment tout ça là se passe? Il faut savoir que celui qui produit le manioc, le riz, le coton ou quoi que ce soit, eh bien, a besoin d'intrants. Et cela est importé. À partir de ce moment-là, les difficultés d'importation, le coût qui se renchérit, etc., il va forcément l'impacter sur son produit fini, qui va être transporté vers les marchés ou les réseaux de distribution avec forcément la consommation d'essence, d'énergie ou autre, etc. Donc cette crise, effectivement, elle impacte tout le monde.
tout le monde, même si vous l'avez dit en vous amusant tout à l'heure qu'on ne peut pas recevoir des neveux, et c'est la meilleure manière pédagogique d'expliquer un petit peu l'impact sur le commun des mortels. Mais c'est vrai, c'est ça la réalité. Et si on y prend garde, et c'est là où l'État intervient, mais quand l'État intervient, l'État est fait pour nous protéger tous. Donc l'État doit anticiper, réfléchir et peut-être même s'associer des compétences qu'il faut pour anticiper sur les crises à venir en tout état de cause, pour juguler à tout le moins cette crise. Alors, mais elle est internationale. Oui, vous parlez de l'État qui doit faire des projections, mettre en place un certain nombre de mesures pour prévenir les crises, mais au niveau des entreprises, puisque vous avez des organisations, des fêtières, au niveau des entreprises, qu'est-ce que vous faites véritablement pour aider l'État à vous aider? Non, ce que je dis quand je parle de l'État, c'est pas qu'on attend tout de l'État. L'État, c'est son rôle. Et vraiment, un rôle régalien. Oui. Les lois qui sortent, les appréciations que l'on peut faire, les choix de politique, vous avez parlé de politique monétaire ou autre, etc., encore que là, les États sont limités. Oui, je dirais que c'est leur rôle. Je peux apprécier les démarches de l'État et dire si ça va dans le bon sens ou pas, etc., puisque nous les subissons d'une manière ou d'une autre. Donc, il faut dire qu'à chaque réflexion, à chaque acte pris par l'État, en l'occurrence le gouvernement, c'est fait pour améliorer les conditions de vie des citoyens. Il ne faut pas y déroger, c'est la logique, et ça, c'est tout à fait normal. Donc, quand je dis ça, ça veut dire qu'au quotidien, l'État intervient. Mais la question que vous me posez, est-ce qu'il y a eu des spécificités? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de précis par rapport à ces crises? Voilà, si c'est ça, effectivement, pour l'instant, nous sommes en attente, mais ce n'est pas ça le rôle aussi de l'entreprise, d'attendre tout. C'est aussi d'étudier, d'analyser les textes qui sont en cours et de voir comment on s'y arrime ou comment, si on peut le contourner, on va le contourner, etc., etc. Et donc aujourd'hui, effectivement, les entreprises sont en difficulté. Ça, c'est clair. Celles qui font de l'importation, elles sont jamais capables de vous dire, lorsque c'est un produit importé, que c'est dans tel délai et ça va coûter tel coût. Puisque dans un laps de temps de une semaine, les tarifs peut changer. Les tarifs augmentent ou pas, etc. Donc, en réalité, cette crise pour les entreprises bouffe leur fonds de commerce, bouffe leur investissement propre. C'est ça le mal que vit une entreprise. Et quand elle n'a pas de disponibilité en termes de fonds propres, eh bien, elle dépose la clé sous le paillasson. Alors, est-ce qu'au niveau de la CONEP, la Confédération nationale des employeurs du Bénin, est-ce que vous arrivez aussi à faire un travail d'analyse afin de produire, par exemple, je dirais, des données statistiques et proposer finalement aussi des solutions au gouvernement? Oui, on a des propositions de solutions, mais on n'est pas capable aujourd'hui d'aller vers des données statistiques fiables, etc., les récupérer et en faire une analyse. Qu'est-ce qui pose problème à ce niveau? Nous n'avons pas accès à toutes les données de l'État. C'est ça. Il n'y a pas le directeur. Il y a des top secrets. Non, il n'y a pas le directeur de l'Instat dans nos réflexions. On aurait pu le questionner, etc. Donc, voilà, un chef d'entreprise, il a d'abord la tête dans le guidon et il veut sauver les meubles de ce qui se passe dans son entreprise. Si en plus de ça, j'arrive à les convaincre de se mettre autour de moi et de réfléchir, et on a fait la séance pas plus tard qu'hier, c'est déjà assez demandé. Mais comme c'est dans notre intérêt, effectivement, les gens trouvent matière à discuter, à échanger là-dessus. Donc nous sommes en pleine réflexion par rapport à ça. Si je vous parle des crises climatiques à venir, c'est bien sorti de nos réflexions. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on n'a pas effectivement toutes les données qui nous permettent de dire avec précision c'est tel pourcentage, etc. Mais nous avons effectivement une petite équipe qui travaille sur ça, un staff qui travaille sur ces questions-là.
C'est vrai qu'il y a une série de situations qui est intervenue, et vous les avez citées, la fermeture des frontières, la Covid-19, on continue de parler de la guerre entre la Russie et puis l'Ukraine. Les crises, il y a certaines qu'on peut prévenir, mais d'autres qu'on ne peut véritablement pas prévenir, un peu comme la Covid-19 qui est arrivée comme ça, boum, sur la tête de tout le monde, dans le monde entier. Alors, au niveau de la CONEB, est-ce que vous avez réussi déjà à faire une synthèse et à tirer les leçons de tout ce que vous avez vécu comme situation critique et définir peut-être des stratégies, des politiques pour prévenir d'autres crises et tenir solidement sans que les dispositions que vous prenez, les solutions que vous trouvez n'impactent négativement sur le quotidien des citoyens qui ont de la peine à vivre normalement? Oui. Qu'on l'ait fait, oui. Et je crois que ici même j'ai parlé d'un mémorandum sous sous le Covid. On a parlé d'un mémorandum, on a fait des propositions concrètes, chiffrées, etc. Et il s'est trouvé encore des tintins pour nous dire que sur quelle base on a évalué un investissement de 600 milliards, etc., etc. Mais in fine, on s'est retrouvé pratiquement dans les chiffres qu'a proposé la Confédération nationale des employeurs du Bénin. D'accord? Donc, on fait ce travail-là. Aujourd'hui, il faut tenir compte du fait que c'est un ensemble, c'est tout un système globalisant. Même les États ne travaillent pas seuls. C'est vrai. Ouais, si on parle de crise climatique, l'État ne peut pas tout seul réfléchir ou autre, etc. On a vu ce que les uns et les autres font à côté. Ça peut servir de référence ou non. Parfois même nous-mêmes, nous servons de référence. Mais c'est quand même une problématique globale et qui fait que la réflexion ne doit pas être menée juste par une organisation, surtout pas par un seul État, etc. Donc, c'est des réflexions globales. Mais nous apportons notre contribution. C'est vrai que sur ce coup-ci, notre document n'est pas encore sorti, c'est en cours, mais c'est clair que mi-octobre, on aura des documents qui nous permettront de solliciter des audiences auprès donc de nos autorités pour leur présenter ça. C'est un peu notre stratégie de travail. Ils ont essayé de vous sauver à un moment donné avec des mesures d'accompagnement accordées aux entreprises. Est-ce que ça vous a permis de résister au choc? La vraie résistance n'est pas, comment dirais-je, cette main tendue du gouvernement qui a été le bienvenu et bien apprécié. Mais je crois que la capacité de résilience des entreprises béninoises, on les a vues et on a été grandement surpris de voir qu'elles ont une capacité de résilience, mais à quel prix? Il a fallu débaucher, il a fallu réduire un certain nombre d'activités. Enfin, c'est jamais plaisant, mais c'est vrai que quand on reçoit une manne supplémentaire du gouvernement, qui, entre autres, n'est que fiscale, c'est des exonérations, réductions, etc. C'est pas autre chose. Mais si on doit réfléchir stratégiquement, si on doit réfléchir dans le long terme, etc., oui, nous sommes demandeurs à discuter par les canaux habituels de discussion avec les membres du gouvernement et présenter ce que nous faisons. D'accord. Alors vous, au niveau de la CONEB, la main tendue du gouvernement était bienvenue. Aujourd'hui, nous parlons de l'inflation. Quelle est la main que vous tendez vers vos employés, à l'effet de les soulager des réalités qu'eux aussi y vivent sur le terrain, dont vous n'ignorez pas? Oui, les réflexions que nous sommes en train de mener... Vous êtes à l'étape des réflexions? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous savez qu'on a eu 2 grandes réunions dans le cadre du dialogue tripartite. La Confédération nationale des employés du Bénin, qualité de patronat, est présente dans ce dialogue tripartite, gouvernement, syndicat, patronat. Donc on était les premiers à faire des propositions qui aujourd'hui sont sur la table de réflexion. Donc on est bel et bien d'accord qu'il y a des efforts d'ordre social à faire, distinguer bien le personnel de la fonction publique du personnel du secteur privé. Et vous savez qu'être patron du secteur privé, c'est à la portée de tout le monde. Vous qui êtes ici, vous avez un chauffeur ou un cuisinier, vous êtes patron. Donc si nous, on défend vos intérêts en tant que patron de votre chauffeur, en tant que vous, patron, par rapport à votre chauffeur, qu'est-ce qui vient augmenter, vos revenus mensuels pour qu'on exige
que votre chauffeur également soit augmenté. C'est pas facile. Donc c'est tout, on va céder. Ça c'est clair, plus personne ne peut vivre avec le minimum du SMIC dont on a parlé. Mais les réflexions que nous soumettons ne sont pas toujours entendues. Ou alors, nous ne parlons pas assez fort. Vous voyez, la question du SMIC, je sais que ce n'est pas le lieu d'en parler ici, mais c'est important de voir ce que nous faisons. Nous disons au gouvernement, la question du salaire minimum, qui est différent du SMIC, le salaire ad minima en dessous duquel nous sommes exonérés du paiement des impôts, c'est-à-dire la part ouvrière et la part patronale. Le gouvernement est passé de 50 000 à 60 000. Si on avait parlé un peu plus fort, peut-être qu'il nous aurait entendu pour dire d'aller à 100 000 ou à 200 000. Vous ne parlez pas un peu plus fort, exprès ou quoi? Bon, je pense que vous m'entendez. Donc, si vous ne m'entendiez pas, peut-être que c'est vous qui êtes sourds à ce que je dis. Mais une chose est sûre, c'est notre rôle. On fera des propositions autant que nous en aurons la force. Et je suppose et je soupçonne que ça pourrait tomber dans l'oreille à un moment opportun où notre interlocuteur d'en face se dit, effectivement, nous avons les moyens de vous accompagner et de vous suivre. Si on avait fait cette diminution ou cette réduction de charges patronales et ouvrières à partir de 100 000, voire même de 200 000, on aurait eu plus de biscuits en main pour discuter et faire des propositions encore plus importantes que ce que nous avons fait au gouvernement la dernière fois sur la question du SMIC. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est un exemple concret de ce que nous faisons. Parce que je vous ai vu avec un peu de malice nous dire que nous sommes à la réflexion. Non, nous travaillons et nous mettons bien souvent la main à la pâte. Mais n'oubliez pas, hein, une entreprise, c'est aussi une personne morale. Elle naît, elle vit et elle meurt. Cette personne morale, si vous lui demandez tout, c'est comme si vous déshabillez... Vous avez l'abscissier. Elle va mourir. Oui. Vous déshabillez Pierre pour habiller Paul. Oui. Vous voyez, quand je parle des chefs d'entreprise, entre guillemets, je veux dire les vrais, ceux qui investissent leur propre économie dans une affaire, il leur arrive de ne pas être rémunérés en fin de mois parce qu'elles s'emploient et s'engagent à payer justement toutes les charges inhérentes à cette entreprise. Et c'est ça les difficultés que nous rencontrons et c'est ça que nous essayons de porter à l'écoute des membres du gouvernement. Christian? Oui, allez-y. Vous savez, il y a, depuis que cette affaire, d'abord le président de la CONEB a bien fait de le rappeler, la fermeture des frontières nigérianes, après la Covid et par la suite la guerre aussi est venue. Moi j'ai l'impression qu'on passe à côté, aussi bien de tous les acteurs, on passe à côté, on ne touche pas du doigt ce qui est les vrais problèmes. Oui. Parce que on ne doit pas le perdre de vue. Vous voyez, nos États, nos économies n'ont pas assez de capacités de production. Et parfois, j'ai l'impression qu'on veut aussi bien accuser les gouvernants ou les entreprises, ce qui est une réflexion, à mon avis, erronée. Parce que l'entreprise, c'est les entreprises qui créent de la richesse dans toutes les économies. Et en fait, l'État, on n'est plus dans le nationalisme ou dans la nationalisation des entreprises ou avant les années 90 où l'État dit, moi-même, je crée mes entreprises, je produis, je vends. On n'est plus à cette étape. Donc, on ne peut même plus en réalité demander à l'État de faire certains sacrifices. De la même manière, les entreprises, ce qu'elles peuvent faire aujourd'hui à l'étape actuelle, c'est ce qu'elles font déjà. Les entreprises qui essaient tant bien que mal de garder les gens qu'ils ont employés, de payer, de faire face à leur charge de fiscalité, je pense que c'est déjà à saluer. Maintenant, quand on dit tout ça là, vous voyez, nos économies, un pays comme le nôtre, le Bénin, notre balance commerciale n'est pas excédentaire. Nous sommes toujours, depuis des années, dans une situation de balance commerciale déficitaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait,
nous, on n'a pas la capacité. Quand vous voyez, vous mettez sur la balance l'importation et l'exportation. Nous continuons d'importer je veux dire, beaucoup de matières premières et même des choses que nous consommons, des choses que les gens produisent chez eux. Ils créent de l'emploi là-bas, la richesse, et on nous envoie, nous consommons. Qu'est-ce qu'on fait pour changer, je dirais, la donne, pour nous retrouver dans une situation de balance commerciale excédentaire, c'est-à-dire où nous produisons assez, nous transformons, comme peut-être... Je pense que la réponse est en train de venir. On vous écoute. Le projet de la zone économique spéciale de Glojibé, qui est un début. Je pense qu'il faut beaucoup plus mener des réflexions dans ce sens, au lieu de penser parfois à accuser les entreprises qui n'en ont pour rien. Parce que pour la plupart des entreprises que nous avons aussi chez nous, ce sont des entreprises qui font de l'importation. Ce qu'il décrit ce matin. Oui, je crois que vous avez parfaitement raison. Encore une fois, il ne s'agit pas d'accuser l'un ou l'autre. De toute façon, la posture de la CONEB n'est pas d'accuser le gouvernement ou d'accuser ses collaborateurs ou autres, etc. Mais vous êtes en train d'aller vers un point essentiel qui me plaît. Et ça, regardez bien ce qui se passe au Bénin. Peut-être que vous ne le voyez pas assez. Et c'est peut-être dans cette direction que le gouvernement est en train de nous amener. C'est pour ça que nous sommes très regardants dans ce qui est en train d'être fait. Peut-être que eux aussi ne sont pas assez explicites, mais vous avez remarqué que la production agricole dans notre pays a pris de l'ampleur. Des gens ont travaillé à ce que l'agriculture soit suffisamment productrice et de qualité. Et ce faisant, nous avons l'habitude d'exporter et ça pose le problème de la balance commerciale que M. Atiade est en train d'évoquer. Or, lorsqu'on est sûr de son produit en quantité et en qualité, et je crois que c'est ce qui est en train d'être observé, eh bien, on met un espace à disposition pour permettre justement aux industries de se créer, d'avoir donc de la matière première pour procéder aux transformations de ces matières premières. Et c'est ça l'événement et ce qui est pour nous un enjeu important qui se passe à Glojibé. Observez bien comment ça se passe. Aujourd'hui, vous avez le coton, d'après ce que j'ai compris, 700 000 tonnes de production. On est passé premier dans la sous-région. Bravo. Les industries capables, aujourd'hui, malgré les efforts qui sont faits, d'attirer dans des conditions, j'allais dire, phénoménales, de graciosité pour permettre aux industries de venir au Bénin, c'est tellement des offres si alléchantes que nous sommes inquiets, mais les entreprises viennent parce que justement c'est du donnant-donnant. Vous êtes inquiet parce que vous ne bénéficiez pas de ces mêmes conditions? Non, je viendrai là-dessus. Oui, je vais faire un développement sur ce que j'étais en train de dire, parce que ces industries qui arrivent ont aujourd'hui la capacité de transformer moins de 20% de nos cotons. Or, pour davantage créer l'emploi et ne pas exporter le coton avec nos emplois, il faut que la production se fasse made in Bénin. Et c'est le travail, la transformation, se fasse au Bénin. Et donc aujourd'hui, nous sommes à mesure, nous autres privés, de partir à la recherche des partenaires à l'étranger, en Europe, ailleurs, etc., pour leur dire, aidez-nous à transformer les 80 autres % de coton qui ne trouvent pas encore preneur au niveau des industries. Ça, c'est un travail qui va nourrir bientôt les acteurs de la Confédération nationale. Les démarches sont en cours dans ce sens. Nous sommes en train d'observer, et c'est ce que je vous dis, c'est ce que nous observons. Quand on aura cette certitude et cette garantie qu'on peut faire venir des partenaires, s'associer en joint venture, etc., ce serait pas plus mal. L'inquiétude dont vous parlez tout à l'heure, non, c'est... je pense que c'est un choix politique de dire, venez chez moi, je suis le meilleur et je vous offre les conditions jamais égalées, même dans votre propre pays. C'est pour ça que l'industriel pourra déménager, délocaliser ses équipements et venir chez vous. L'inquiétude que j'ai, est-ce que ce fort investissement, parce que quand vous arrivez comme ça, vous devez payer les taxes, les impôts, etc. Et tout, une fois qu'on a dit, c'est notre contrepartie à nous, Béninois,
est-ce que ça nous donne en retour, effectivement, en termes d'emploi, suffisamment d'emplois qui justifient que nous nous départissons d'autant d'impôts? Et ça, on n'a pas les résultats, on verra peut-être au bout d'1 an, de 2 ans, de 3 ans, et faire les évaluations. Donc nous sommes aujourd'hui en train de dire bravo pour ce qui est en train d'être fait, parce que c'est quand même toute une méthode de passer de l'agriculture à l'industrialisation. Et si ce qui a été ingénié à être mis en place pour qu'il en soit ainsi, évidemment, je suis président de la Confédération nationale des employeurs, pas du voisin ni de l'Europe, mais du Bénin. Il y a un B à la fin du Bénin. Alors, donc, moi, je pense que effectivement, on peut aider l'entrepreneurship béninois qui est embryonnaire, il faut le reconnaître. Si on n'ira pas chercher d'autres, eh bien, c'est de porter ces entreprises-là, comme on porte les entreprises étrangères qui arrivent ici, de manière à ce que le joint venture se fasse avec ces entreprises, ou encore qu'elles soient suffisamment portées. J'ai l'impression que vous parlez beaucoup plus des avantages qui sont exclusivement accordés aux entreprises étrangères qui viennent au Bénin et qui ne sont pas forcément accordés aux entreprises béninoises. Je parle des avantages qui sont accordés à une zone dédiée à un investissement massif. Oui. Je ne voudrais pas que ça soit totalement national, parce qu'après tout... le monde est mondialisé, comme on le dit. Il faut bien que des gens en payent le prix, mais puisque celui qui est installé, l'industrie qui est installée à Tori, et qui est à côté de Glodjigbe, ne bénéficiant pas des mêmes avantages, il y a, semble-t-il, quelque chose à voir là-dessus. Voilà, c'est sûr et certain que vous échangez, c'est un équilibre entre ce qui va se faire au niveau de Glodjigbe, ce qui est en train d'être fait à Glodjigbe, nous applaudissons. Je ne reviens pas là-dessus. Vous avez votre place là-bas, mais les entreprises béninoises ont-elles leur place là-bas? Parce que l'investissement, elles n'ont pas les moyens véritablement de s'installer, de s'implanter pour concurrencer. Voilà. La place existe pour tout le monde, et forcément pour les Béninois. Les Béninois sont-ils bien organisés pour être présents sur les lieux? J'en doute. Or, il y a des possibilités que ça se fasse. Aujourd'hui, on a un outil qui a été mis en place. C'est formidable, ça s'appelle la Caisse des dépôts et de consignation. On voit ce que ça fait dans les autres pays, comment ça porte les entreprises nationales ou autres, etc. Donc, pour l'instant, on observe et on essaie de voir comment ces outils mis à disposition, parce que tout ça, c'est des premières, c'est des avancées. On ne sait jamais jusqu'où ça va aller, mais nous, on imagine, on soupçonne que ça nous apporterait vraiment des choses assez intéressantes pour les entreprises béninoises. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Ça vous permettra aussi de vous arrimer aux entreprises qui s'installent. Absolument, absolument. Mais les conditions d'arrimage... Les conditions d'arrimage, nous ne les savons pas, nous ne les connaissons pas. Et en attendant de les connaître et de nous arrimer, il y a aussi les questions de traitement d'ordre social du personnel qui y travaille, sur lesquels aussi nous sommes regardants. Herman, après tout ce développement de M. Felijo? Oui, c'est plaisir d'entendre que les entreprises béninoises sont en train de changer aussi la donne, parce que vous l'avez rappelé également, les entreprises béninoises sont pour la plupart dans l'import-export. Oui, c'est vrai qu'on est en train de créer une zone... Voilà, on est en train de créer une zone à cultiver. Si nous voulons qu'il y ait des emplois made in Benin, c'est on a besoin forcément de la main-d'œuvre qualifiée. Est-ce qu'au Bénin, aujourd'hui, on a cette main-d'œuvre qualifiée que ceux à qui Patrice Talon est allé faire la cour à l'extérieur, une fois qu'ils sont au Bénin, comment feront-ils pour que ce soit la main-d'œuvre d'ici qui soit utilisée? Ça également, c'est la CONEB, les employeurs du Bénin doivent travailler à ce qu'il y ait plus d'employés formés à ces différentes matières-là. Parce que justement, et ça fait partie des leçons qu'on n'a pas pu tirer encore de cette crise russo-ukrainienne, de cette crise sanitaire, de cette crise, c'est que aujourd'hui, la plupart des pays de la sous-région tournent le regard vers cet extérieur-là, qui est aujourd'hui en crise malheureusement. Combien de fois le Bénin est-il déjà allé prendre de l'engrais au Nigeria? Combien de fois le Bénin est-il déjà allé chercher de l'engrais, au Ghana par exemple? Non. Tous ont le regard tourné vers ces différents pays de l'Europe, de l'Asie et tout, avec le reconfinement en Chine, avec la guerre là-bas
avec tout ce qui est imposé. Je pense que les entreprises chinoises ont aujourd'hui le devoir de changer de vision, de changer de donne, de changer de paradigme, parce que si on reste là à attendre que ça se calme ailleurs, on avait annoncé une opération coup de poing, mais une opération qui dure dans le temps en Ukraine. Qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas encore. Voilà. Oui, allez-y. Oui, si vous permettez, pas pour répondre à Ayman, mais je pense que en fait, c'est pas une question d'entreprise. C'est une question d'habitude, à mon avis, au niveau de nous tous. C'est-à-dire, Clément, Wahab, Christian, Ayman, combien de fois depuis que cette affaire a commencé, vous avez vu de belles propositions, des gens qui sont même allés jusqu'à dire, au lieu d'importer le blé qui vient de l'Europe ou d'autres pays, commençons par fabriquer nos pains que nous consommons ici avec notre manioc. Mais les gens ont fait de belles propositions avec le maïs. On peut fabriquer le pain si nous voulons. Maintenant, on fait des propositions qu'on ne met jamais en œuvre. C'est-à-dire, nous-mêmes, notre consommation, comment on fait pour s'adapter? Comment moi-même, qui ai pris pendant longtemps l'habitude de consommer le riz, et le riz, je suis désolé de le dire, c'est le riz parfumé qui vient de l'extérieur et que moi, par exemple, j'aime. Comment on fait pour changer ça? D'accord, on va interdire l'importation de riz parfumé un bon moment. Non. La protectionniste, là, on va la mettre en place et on verra. C'est important, c'est important ce que vous dites. Oui. Mais le marché international n'est pas réglementé de manière à ce qu'un individu ou une entreprise se lève. Ou un État, je suis d'accord. Voilà, il y a des cours, des bourses, surtout. Donc Ghana, Nigeria, vous avez vu les problèmes de la monnaie, vous avez vu les problèmes. C'est trop complexe. Et en plus, tout se passe à l'international. Parfois, les coûts de nos matières premières sont fixés à l'international. Donc, ce n'est pas facile pour un Béninois de se lever et dire je vais aller acheter au Nigeria ou je vais acheter, sans prendre ces CFA, les faire remonter en euros et que ça redescende en naira ou en dollars pour aller en naira. Tout ça là est compliqué et complexe. Vous voyez? Par contre, pour revenir au Bénin, vous avez parlé de la formation. Je crois que je vais dire un mot là-dessus. Là encore, vous voyez bien la démarche du gouvernement qui nous a associés dans la définition des curricula de formation par rapport aux différents lycées techniques qui vont être mis en place. On a été associés. Et c'est nos gars qui sont là-bas, que ce soit dans l'hôtellerie, que ce soit dans les bâtiments ou autres, etc. Ceci par rapport à vos besoins. Oui, mais bien sûr, parce que le système de formation dont on parle, vous prenez un cuisinier, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il s'est préparé. Mais pour préparer à l'international, c'est de l'orienter pour dire le goût du touriste étranger qui arrive ici, c'est quoi? Dites à un cuisinier béninois qui est un très bon et fin cuisinier, je veux une viande tartare. Il va vous dire qu'est-ce que c'est? Je pense que vous pouvez me répondre. Accompagné de frites? Non. Je veux une viande bleue. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va vous peindre ça. Voilà. Or, ce ne sont pas nos habitudes alimentaires. La viande tartare, c'est de la viande crue. Le gars, il vous dit, ça se fait en tranches, un peu comme les filets, un peu d'huile d'olive. Les filets, c'est déjà trop épais. Oui. Un peu comme les clichés, là, très fins, etc., avec un peu de... Et au moins, ça cru. Mais ce n'est pas nos habitudes alimentaires. Donc, c'est à ce monsieur-là qu'il faut expliquer, voilà la viande tartare, voilà la viande bleue, voilà la viande saignante. Il faut renforcer ses capacités. Il faut renforcer ses capacités de façon technique. Nous, des gens sont venus nous voir pour nous parler de la formation. Voilà, ça se fait comme ça en Suisse, ça se fait comme ça. Nous, on connaît le niveau de connaissance de nos gars. On sait par rapport à l'étranger ou à qui on veut ce qu'il faut lui apporter comme ça. Et nous, on leur apporte ce complément de formation. Et ça, c'est nous, ça. C'est ce pourquoi on est fait. Et c'est vraiment notre dada. La formation professionnelle, on doit être le fer de lance du secteur privé pour dire aux gens, voilà, comptez sur nous, appuyez-vous sur nous pour que nous formons les gens et que nous changeons un petit peu la mentalité de ça. Vous avez aussi le volet du Made in Bénin. Moi, j'ai l'habitude de mettre, sauf quand c'est officiel et que c'est la tenue de la prostituée, j'essaie de me mettre en tenue locale. Sinon, on est obligé de se mettre en costume cravate. Là aussi,
ça ne nous empêche pas de produire des costumes cravates made in Bénin. Et ça, c'est des choses qui vont venir. C'est des choses qui vont de plus en plus se faire. Et qu'on le veuille ou non, lorsque c'est produit localement, ça revient toujours moins cher que lorsque c'est importé. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Albin Felihou. On a fini? Oui, c'est fini. D'accord. Vous avez quelque chose à compléter rapidement? J'ai tout un tas de choses à dire. Vous savez, quand je viens ici, j'ai toujours une approche pédagogique parce que les gens doivent bien comprendre leur environnement, et savoir d'où viennent les crises, et savoir également les habitudes qu'il faut prendre, etc. Oui. Hier, on s'est retrouvé à profiter du programme spécial d'insertion à l'entreprise qui a été mis en place par le gouvernement. On a été pleinement associés pour ça, etc. Et on a décidé de travailler à recruter quelques jeunes dans ça. Les objectifs n'étant pas atteints, on se posait plein de questions. Pourquoi le gouvernement offre la possibilité aux entreprises d'avoir des cadres qu'il prend en charge pendant 1 an, alors même que ces cadres se plaignent de ne pas avoir d'expérience, et donc c'est aussi une opportunité de leur offrir l'expérience, et le matching ne se fait pas. On s'est rendu compte que même gratuit ou pris en charge par le gouvernement, certains de nos jeunes enfants, jeunes frères, ne sont toujours pas à la hauteur. Ça pose le problème de l'éducation. Ça pose le problème de la formation. Et donc, on s'est dit que ce qui est en train d'être proposé par rapport aux formations techniques, eh bien, si on peut renverser la tendance, si on était à 90% de post-bac et qu'on peut passer à 40% ou à 50% de métiers manuels, on aurait là aussi gagné, etc. Vous savez, quand on parle de l'État, sa réflexion va dans tout ça, jusqu'au plus petit. Et c'est là où nous, on lui dit, non, ça c'est bon, ça c'est pas bon, etc., etc., etc. Donc quand on parle de l'État, c'est moins pour, j'allais dire, l'incriminer ou le doigter que de lui dire, il faut aller dans tel sens et pas dans un autre, etc. En tout cas, nous, le mois d'octobre, on a prévu de faire la rencontre de tous les membres du gouvernement sectoriel, faire nos propositions. On espère que d'ici là, on sera bien prêt avec notre mémorandum, comme on a fait sous la Covid, pour rencontrer chacune de ces autorités et faire valoir donc le point de vue de la CONEB. La CONEB n'est pas cette question. Oui, allez-y. Quelques secondes. Oui. Il y a la CCIB aussi qui travaille sur ces questions, le patronat. Comment vous travaillez avec ces acteurs? Je n'ai pas compris la deuxième. Je dis que la CONEB n'est pas la seule structure ou la seule fêtière qui travaille sur ces volets. Je me dis qu'il faut mettre ensemble les idées. Comment vous travaillez avec le patronat et aussi la CCIB? La collaboration entre... Mais quand vous dites le patronat, je ne comprends pas. Non, je veux dire... Répétez que je comprenne bien. Non, je veux dire le CNP. Ah, le CNP. Le CNP. D'accord, là je comprends. D'accord, je comprends. Bon, parce que quand vous dites... le patronat. Oui, mais évidemment, vous le savez. D'accord. Maintenant que c'est clair, je vous réponds. Oui, il y a une intelligence de travail et de collaboration. Celui qui voit un conflit ou une concurrence entre l'une et ou l'autre de ces organisations n'aura, à mon avis, rien compris. La CCIB est une organisation consulaire, donc avec son fonctionnement, et est régie par des textes, des décrets et sous la tutelle du ministère en charge du commerce et de l'industrie. Les organisations patronales ont pour vocation affichée, en numéro 1, de participer au dialogue social. Donc quand on parle de dialogue social, oui, avec le CNP, on se retrouve pour en discuter avant d'aller aux négociations. On vous a vu avec le chef de l'État lorsqu'il s'agissait de rencontrer le secteur privé. Oui. Quand vous dites le secteur privé, c'est plus large. Là, vous avez la Chambre de commerce, vous avez la Chambre des métiers, vous avez la Chambre d'agriculture, toutes ces organisations sont d'ordre consulaire, celles patronales, d'autres syndicales, et tout ça, cet ensemble, eh bien, ça fait le secteur privé. Donc, quand on rentre dans une spécificité propre à, si je prends le dialogue social, les autres n'interviennent pas. Donc, chacun a son rôle par rapport à ça. Et qu'il vous souvienne que la CCIB n'était pas aussi en forme
qu'elle est aujourd'hui. Oui. Et en ce moment-là, la CONEB a pallié au travail j'allais dire, de ce que devait faire une chambre en organisant des missions économiques et commerciales, tant en outgoing à l'étranger qu'en incoming au Bénin. Quand il s'était agi aussi, et on a souhaité félicitations donc, au renouvellement des membres du bureau du CNP, eh bien, on était également seul sur le front à gérer ce qu'il fallait gérer et faire en sorte que le Bénin ne se retrouve pas dans un vide qui soit déplaisant ou inconfortable, tant pour notre pays que pour ceux qui nous aiment bien. Donc, on a vraiment joué un rôle très important. Et je pense que vous continuerez. On continuera. Avec plaisir. D'accord. Nous avons encore quelques minutes à passer ensemble. Nous n'allons pas vous libérer. En dehors des entreprises, c'est qu'il y a que la vie se poursuit ailleurs, sauf que dans certaines zones, dans certaines villes, dans certains quartiers, les populations exploitent l'espace public et ce maladroitement. Nous allons faire un petit tour du côté du quartier des Lopos. Vous allez voir ces images avec nous. On reviendra dire un petit mot. Un visage bien récent de Delokpo, celui que présentait encore ce quartier du 4e arrondissement de Cotonou en début du mois d'août dernier, ayant nécessité une descente du préfet du littoral. Le préfet était même venu pour les dégager, mais il a encore préféré leur donner un délai d'1 mois. Le délai d'1 mois a pris fin le 1er septembre passé. Il y a quelques-uns qui ont commencé par libérer la berge. Quelques jours après le moratoire d'1 mois donné par l'autorité préfectorale, les lieux connaissent un changement remarquable. Entre-temps, les différentes autorités locales ont sensibilisé les occupants des emprises publiques. Elles ont aussi conduit des campagnes de salubrité. Depuis ce jour-là, donc, on a commencé par mobiliser les gens. Donc, les gens de Madrid, là, ils ont rangé les Madrid dans la maison. Donc, la voie est libre maintenant. Bec lagunaire. Donc, aussi, les gens qui ont les magasins là, ils ont nettoyé et puis le sable sur la voie est dans les magasins. Mais à cause de l'eau là, donc, on nous a dit d'attendre d'abord. Après, si l'eau s'en va, il va refaire ça, ça ira bien plus qu'avant. L'aménagement a commencé et suit son cours. Le défi, c'est de maintenir la propriété telle que voulue par le préfet. Quand je vois tous les vents, les ruelles de Delokpo vers la lagune, c'est propre. Et ça continue de jour en jour, il y a des changements. Comme l'a voulu l'autorité, nous avons donné un coup de balai à la berge. Le résultat est bien perceptible. Le résultat escompté n'est pas encore total. Le travail avec les riverains continue. Il y a encore quelques têtus qui traînent encore les pas, mais nous aussi, on ne sera pas fatigués, on sera derrière pour que nous libérions définitivement cette berge. Parce que, vous savez, le gouvernement a un projet pour les berges de Cotonou. Les commerçants de bois, principaux acteurs de cette berge, sollicitent l'aide de l'État pour un octroi de domaine pouvant servir d'entrepôt. Voilà, vous êtes un acteur économique. Monsieur Feliro, vous venez de suivre ces images. Il a fallu la descente du préfet du département du littoral dans cet environnement, sur cet espace, pour que nous ayons plus ou moins ces images beaucoup plus jolies à regarder. Vous savez, on était à l'aise lors du déplacement à l'invitation du MEDEF, du chef de l'État à Paris, pour présenter Cotonou, pour dire combien notre pays est accessible maintenant, avec un bien-être à nul autre pareil. Mais je ne pouvais pas imaginer qu'au moment où on défendait cette position à Paris il y a moins d'1 mois, que sur les berges de Cotonou, il y ait des commerçants qui exploitent un espace public et le rend aussi insalubre. Bon, je demande à tous les acteurs économiques de faire un effort et de rentrer dans les rangs, dans la mesure du possible, et de ne pas trop se faire tirer les oreilles pour qu'il en soit ainsi. Nous devrons aussi
contribuer et participer à l'effort de guerre de la population béninoise sur le bien-être, parce que c'est ce qui nous permet, nous, de vendre le Bénin à l'extérieur. Oui, il y a certaines phrases qui sortent de la bouche de nos autorités qui parfois on les trouve trop fortes, ces phrases, et ça sonne un peu mal. Mais quand on analyse, on trouve que ça manque pas de pertinence. Cotonou n'est pas pour tout le monde. Il faut qu'on puisse se mettre cela en tête. Et les espaces publics, quand on dit espace public, c'est réservé pour tout le monde. Ça veut dire que tout le monde doit pouvoir l'occuper et doit pouvoir l'entretenir. Et quand on parle d'occupation, étant donné que c'est public, il y a des mesures, il y a des règles. Mais l'occupation qu'on a sentie au niveau de la Belge-la-Guinée, au niveau de Tédokpo, où l'insalubrité règne en maître, c'était un véritable problème. C'est-à-dire qu'il était inconcevable de voir que des humains occupent ces territoires et côtoient des ordures, des déchets, d'abord, parfois produites en grande quantité par eux-mêmes, par d'autres. En fait, qui viennent les déverser. Merci. C'était des dépotoirs. Mais où les gens, des humains vivaient. Ce sont de belles images que nous avons vues ici. Au moment où si la réalisation nous accompagnait avec les images de la descente du préfet, vous verrez que c'est une désolation totale. Le résumé de 2 minutes 30 qu'on a eu au moment de la descente du préfet en son temps, moment, non, ça c'est même encore propre. ça vous fait vomir certes, mais c'est encore propre ce que vous voyez là. Au moment de la descente même vous voyez comment on peut pas s'attendre à ce que, franchement, même un souris a des difficultés à vivre dans un contexte comme ça. Oui, pourtant. Oui, Clément. Non, Christian, vous pensez, vous voyez, moi je vois, si on doit poursuivre ces gens, ça fait au moins 2 infractions sans être un juge. Oui. Je le dis comme ça. Premièrement, la toute première. Ils occupent illégalement l'espace public. Deuxièmement, ils sont en train de polluer l'environnement. Ils rendent des gens malades. Donc ça, c'est des crimes qu'ils sont en train de commettre comme ça. Et ce n'est pas bien. Et comme Wahab l'a dit, le Bénin, c'est 112 km². Vous voyez, il y a encore de l'espace ailleurs. Oui. Vous voyez, quand des gens... Moi, il y a des gens qui sont nés à Zobo ici et qui vivent aujourd'hui au nord paisiblement et bien, très bien. Ils sont riches. Donc, comme Wahab l'a dit, tout le monde ne peut pas vivre à Cotonou. Et j'ai l'impression aussi qu'on doit travailler, nos gouvernants, aussi bien tous les autres acteurs doivent travailler. Véritablement occuper l'espace et occuper l'espace public avec des infrastructures. J'ai l'impression que l'intérêt individuel est en train de primer sur l'intérêt collectif. C'est pas bien. Oui, pour un gouvernement qui a décidé de ne pas faire dans du populisme et qui essaie quand même de nous faire, de mettre le peuple au pas, je pense qu'il faut agir sur la communication. Il faut poser aussi des actions musclées pour que la population ne se dise pas quand ils ont fini, ils sont partis, on peut encore se réinstaller. Je n'ai pas non plus l'impression que les élus locaux sont en train de jouer leur rôle. C'est comme si, comme il n'y a pas eu élection et tout, il y en a qui se complaisent dans leur rôle. C'est vrai qu'on leur a arraché beaucoup de travaux en ce moment. C'est beaucoup de prérogatives. C'est des gens qui devraient normalement être sur le terrain, qui devraient travailler à conscientiser cette population-là. Malheureusement, ça ne se fait pas. On les déloge, ils se réinstallent. Le préfet est obligé de revenir pour les déloger à nouveau. Ils vont se réinstaller tant que l'espace n'est pas occupé. Parce que le Béninois pense que oui, quand l'espace n'est pas occupé, il faut l'occuper. Un peu comme quelqu'un qui a loué sa boutique, mais devant laquelle quelqu'un vient s'installer parce qu'il dit que ça c'est pour l'État. Donc il s'installe là, il fait une concurrence déloyale à celle qui a pris celle qui s'est fait le devoir de louer la boutique. Et il dit attendre que la police vienne la police est là de toute façon, le vient le déloger. Il y a quelques jours déjà que ces funérailles ont débuté. Depuis le lundi 19 septembre dernier, on va parler très rapidement du professeur Honora Guessi, professeur émérite qui sera conduit dans sa dernière demeure aujourd'hui même du côté de Ouida. On rappelle qu'il est le directeur de l'Institut de développement et d'échange endogène. Voilà, une mémoire qui s'en va. Wahab Ali Bara.
Donc c'est vraiment un monument que nous perdons là. Le professeur Honora Aguessi, on a très peu, je ne sais pas, d'histoire le concernant, mais il y a beaucoup de choses à dire. Quand je dis très peu de choses, c'est tenant compte de nous, notre génération, mais c'est quelqu'un qui a marqué son temps, qui a marqué l'histoire du Bénin, qui a marqué le monde universitaire aussi bien au Bénin que sur le plan continental, parce qu'on connaît le parcours du professeur Honora Aguessi, surtout à l'université du Bénin, quand on sait qu'il y a bien de départements, notamment la sociologie, qui est créée par, je dirais, le professeur Honora Aguessi. Le département des lettres également doit, je dirais, sa naissance et tout. La Flash, en son temps, faculté des lettres, arts et sciences humaines, doivent également, je dirais, toute son implantation grâce aux efforts du professeur Honora Aguessi. Donc, c'est la communauté universitaire qui perd quelqu'un, mais c'est le Bénin tout entier, n'est-ce pas, et l'Afrique tout entière qui perd un monument, un homme qui disparaît. Sincères condoléances à sa famille biologique et au monde universitaire. Oui, le décès du professeur Honora Aguessi, c'est toute une bibliothèque qui brûle, ou qui a brûlé, j'allais dire. Vous voyez, c'est un universitaire hors pair, avec un parcours aussi, je dirais, inégalable. Et quand vous regardez même sa biographie, vous comprenez que c'est un grand homme qui n'est pas seulement resté au Bénin, mais qui a fait parler de lui, qui a fait parler du Bénin à l'extérieur aussi. Et la particularité, même si nous ne sommes pas de sa génération, c'est un papa, c'est un grand-papa à nous autres jeunes, je pense que c'est l'une de grandes personnes, de grands hommes qu'on doit garder pour ce pays, parce que voilà un professeur. On n'a jamais appris qu'il a bloqué un étudiant ou qu'il a empêché des gens d'évoluer, contrairement à d'autres. On a vu dans ce pays des professeurs qui sont décédés et les gens ont fêté. Donc je pense que nous avons besoin de ces genres de personnes pour l'évolution et le développement de notre pays. Oui, le père de la sociologie, comme l'honorable l'a dit, il a contribué, il a été membre fondateur de la Flash, directeur et fondateur de l'IDE, Institut de développement du champ endogène à Ouida. Je pense que ça fait partie des héritages qui nous laisse à Ouida. Aguessi, Honora, s'est beaucoup investi dans le fonctionnement de la ville de Ouida à travers les différentes crises qu'il y a eu par le passé. Oui, il est mort, il est parti, c'est une bibliothèque qui brûle. Il a laissé également beaucoup d'écrits, ces écrits qui vont sans doute inspirer ces docteurs qu'il a formés. Je pense en disant ça à docteur Anoukonou, qui fait partie des éléments qui ont travaillé avec Aguessi. Je pense qu'il n'a pas vécu inutilement. Non, pas du tout. On va lui souhaiter un bon repos parce que les obsèques ont démarré depuis quelques jours. Messe de veille de prière aujourd'hui, le recueillement qui va finir, et puis l'inhumation qui va se dérouler dans une intimité familiale et tout. Je pense que c'est tout ce qui... La messe d'enterrement, c'est tout à l'heure à 10h du côté de Ouida. Vous l'avez peut-être connu Oui, le professeur Honora Aguessi n'aura pas vécu inutilement. Il fait partie de ces intellectuels qui m'ont accueilli, moi en République du Bénin, qui m'ont fait aimer ma propre histoire que je ne connaissais pas du tout. La proximité que j'ai eue avec lui m'a montré un grand homme, généreux, et qui avait vraiment l'envie de convaincre sur les questions de nos propres histoires. Et je dis, il n'aura pas vécu inutilement parce que je sais qu'il laisse derrière lui des apôtres qui vont prendre le flambeau du panafricanisme encore mieux, avec beaucoup plus de vigueur que lui n'en a donné. En ce moment-là, il était en avance sur son temps. C'est aujourd'hui qu'on entend parler davantage de dynamique panafricaine, etc. Lui, il était parmi les premiers. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, Albin Felijo, président de la CONEB. Merci, Wahab Alikbara. À vous, Clément Achalé. Merci bien. Et Herman Anyamoussou, très bonne journée. Je vous raccompagne avec le point de l'actualité, le résumé qu'il nous fait ce matin. Assimo Kanyasio, bon, voici pour vous la revue de presse.
Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. Du Conseil des ministres d'hier mercredi, plusieurs décisions dont une intéresse l'économiste du Bénin, la transformation de l'Office national du bois, ONAB, en une société nationale du bois, ceci au regard de la nature et du volume des activités mais aussi des ambitions du gouvernement pour la filière. L'autre décision d'intérêt pour Fraternité, c'est de l'eau potable dans les robinets de Calavi, qui n'est qu'une question de temps. Le gouvernement de la rupture va bientôt passer de la parole à l'acte au grand soulagement des populations des zones périphériques de la commune d'Abomey-Calavi. Les dites zones étaient, en dépit de leur appartenance à l'une des plus grandes communes, en proie aux difficultés liées à l'accès à l'eau potable. Le journal de titrer que l'eau potable sera bientôt à flot dans les robinets de Calavi. Quant au quotidien Le Matinal, il informe de la transmission au Parlement d'un projet de loi sur le code de procédure pénale. Pour précision du communiqué du Conseil des ministres, la réforme proposée vise à conférer au président de la République, après avis du Conseil supérieur de la magistrature, le pouvoir d'ordonner la suspension de l'exécution de la peine lorsque celle-ci est justifiée pour des raisons sociales et humanitaires. La priorité d'écrire que le président de la République est doté de pouvoirs exceptionnels. Avec la tribune de la capitale, on lit que de nouvelles mutations voient le jour dans la capitale politique du Bénin. Le Cambio Guerra numéro 2 était rasé pour faire place au nouveau siège de l'Assemblée nationale. Nouveau dessin à l'horizon pour le Cambio Guerra numéro 2 et le CEG Bioguerra. L'hôtel de ville abandonnera bientôt ses appartements d'Agbokou pour le centre-ville. Ceci a été décrété en mars dernier. Un budget d'environ 5,5 milliards de francs CFA couvre les travaux. Dans la suite, Fraternité informe de ce que le Forum des administrations fiscales ouest-africaines, FAFOA, tient depuis hier mercredi son 4e dialogue politique de haut niveau. À Cotonou, cette rencontre à laquelle prennent part les représentants des 15 pays membres du FAFAO s'ouvre sur le thème « Accroître les recettes fiscales par un leadership efficace et une bonne gouvernance d'entreprise ». À en croire le journal, 3 panels sont prévus dont les thèmes sont « Diriger une administration fiscale du XXIe siècle en Afrique »,« Défis et perspectives »,« La bonne gouvernance dans l'administration fiscale »,« Impact sur la mobilisation des recettes intérieures en Afrique », repenser le cadre du contrôle administratif et législatif de l'administration fiscale pour faire progresser la gestion organisationnelle. Merci d'avoir été à l'écoute. USM Bénin, établissement privé d'enseignement supérieur, spécialisé dans la formation des leaders, vous offre différentes formations homologuées par l'État béninois et accréditées par le CAMES qui vous donne les grades de licence et master professionnel. Au terme de votre formation, vous êtes directement opérationnel dans le tissu économique et maîtrisez les péripéties de l'administration des entreprises, des relations internationales et des sciences sociales. Nos filières en licence Bac+3 et master Bac+5, génie civil, eau et assainissement, administration générale, administration des finances, sciences juridiques, sciences politiques, sciences économiques et de gestion, marketing, communication et commerce, banque finance et assurance, finance, comptabilité et audit, gestion des ressources humaines, entrepreneuriat et gestion des projets, transport et logistique, gestion des médias, hôtellerie, tourisme et restauration, système informatique et logiciel, assistant de direction. USM Bénin, c'est la boussole à l'emploi indépendant et salarié. Nos différents sites, Cotonou, Calavi, Akpapa, Porto Novo, Lokosa, Boïcon, Parakou, Djougou. Contact plus 229 97 30 84 84. USM Bénin, le chemin vers l'emploi. Et voilà, ainsi se referme ce numéro d'Actu Matin. Merci à chacun et à tous de votre attention. Très bonne journée du jeudi. Portez-vous bien, gardez le sourire. Au revoir.